Sabrina Pandey, vous êtes népalaise, journaliste pour Global Voices. Vous suivez notamment l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, vous avez des contacts permanents avec des proches de la famille donc, qui est sur place, mais aussi avec des journalistes. Quelle est la situation à l'heure où l'on parle ce matin ? Alors, depuis hier, beaucoup de personnes sont quand même restées pour une 3e nuit dehors. Ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée de rentrer chez eux parce qu'on ne sait toujours pas si les aftershocks allaient percuter à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a encore des répliques en ce moment. Il y a encore des répliques et je suis notamment des journalistes qui mettent ça sur Twitter toutes les minutes. Enfin, dès qu'il y en a une, ils le mettent. Il y a bien sûr beaucoup de personnes qui cherchent à partir. Le problème, c'est que les aéroports sont complètement incapables de donner accès à beaucoup de personnes qui voudraient partir, qui ont même des billets d'avion. Et notamment, même pour les avions qui cherchent à venir et à atterrir avec beaucoup d'aide et de secours, il y a des problèmes d'atterrissage. C'est-à-dire que l'aide commence à arriver, mais de façon très progressive. Ça se passe au compte-gouttes, parce qu'on voit beaucoup d'images, on les a vues, on les a diffusées, ces images, effectivement, d'aide, de secouristes, de matériel qui sont massés dans les aéroports. En direction de Katmandou, et ces avions ont du mal, c'est ça, à atterrir. Il y a même un avion qui a dû détourner et rentrer à Bangkok après deux attentats, enfin deux tentatives plutôt, deux tentatives d'atterrissage. Et c'est un vrai problème parce que maintenant on ne peut pas faire parvenir beaucoup de matériel et le gouvernement du Népal semble dire c'est mieux peut-être d'envoyer de l'argent plutôt que d'essayer d'envoyer autre chose parce qu'il n'y a pas la possibilité d'atterrir à l'aéroport. Mais le gouvernement népalais semble un petit peu dépassé par la situation, c'est le cas ou pas? Oui, sur les réseaux sociaux c'est le cas, c'est ce que disent beaucoup de journalistes et ils sont notamment en train de parler du fait que même si on a des hélicoptères que l'Inde a envoyés, même si on a beaucoup de personnes, des ONG qui sont sur le terrain, il reste... Il y a un sentiment qu'il n'y a pas de coordination centrale et ça fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller aux endroits qui ont vraiment besoin d'aide, qui ne sont pas vraiment Katmandou, mais plutôt les villages un peu plus loin. Alors justement, on parle beaucoup de Katmandou depuis le début, on parle de l'Everest aussi parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'y trouvent, mais en fait, on ne sait pas du tout quelle est l'ampleur réelle de la catastrophe. Effectivement, je trouve qu'on diffuse beaucoup d'images qui montrent la destruction de Katmandou, mais si on écoute les commentaires que d'autres personnes qui sont sur place disent, on pourrait dire que c'est que 80% qui reste intact ou qui a été dommagé, mais pas comme les images qu'on voit. Donc c'est plutôt 20% qui a vraiment été détruit et c'est vraiment les sites que UNESCO a donné beaucoup d'importance. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas accès à ces endroits. C'est pour ça qu'on diffuse les images de Katmandou, mais parce que pour l'instant, ces endroits ne sont pas accessibles. Oui, c'est ça aussi. Ça aussi, c'est un problème. Mais bien sûr, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui font l'effort de rentrer, de peut-être retourner chez eux, voir ce qu'ils peuvent faire, reconstruire. Donc, c'est pas tout négatif aussi. Je pense que c'est important de garder cette nuance parce que les médias, en général, diffusent que l'information très négative en ce moment. Et même s'il y a beaucoup... Enfin, c'est très chaotique, il reste quand même... beaucoup de bâtiments, des bâtiments nouveaux notamment, qui sont toujours sur place. Sabrina Pandey, merci d'avoir été avec nous ce matin.